on y va. De quoi je vais vous parler ce matin? C'est ici le sommaire, c'est-à-dire que je vous donne l'essentiel en 10 minutes. Et après, on y revient un peu plus tranquillement. C'est pour ceux qui n'ont pas 2 heures, 3 heures à nous consacrer. Alors, hier soir, sur TF1, le président de la République, Emmanuel Macron, est donc venu parler aux Français. Alors, c'est intéressant parce qu'on en a parlé hier. J'ai appelé TF1 en direct pour ceux qui étaient là. Enfin, j'ai envoyé un texto pour savoir si je pouvais acheter les droits de diffusion pour le streamer hier soir avec vous. Ça aurait été sympa. Et puis, en direct, on a appris que TF1 ne vendait pas les droits de diffusion de cette exclue et voulait garder le côté exclusif, et donc ça n'était regardable que sur TF1, pas sur une autre chaîne de télé et pas non plus sur YouTube ni sur Twitch. Donc c'était impossible de streamer ce contenu, sauf illégalement bien sûr, mais ça ne se fait pas. Donc on l'a pas fait, mais on a regardé bien sûr, et les journaux en parlent beaucoup ce matin. Donc qu'est-ce qu'il a dit, sur quel ton, est-ce qu'il y a des annonces? On va en parler un petit peu ce matin, on va pas en parler pendant des heures, mais on va en parler un petit peu. Macron choisit la stratégie de la saturation médiatique, ça c'est l'avis du Figaro. Donc là, il parle beaucoup, souvent, contrairement à la stratégie qu'il avait adoptée pendant son premier mandat, c'est assez intéressant. En intervenant tous azimuts dans les médias, le chef de l'État s'est éloigné, regardez, de sa théorie de la rareté de la parole pour tenter de tourner la page de la séquence compliquée des retraites. On lira ce dossier. Le Figaro nous rappelle que pendant le premier quinquennat, le président Macron a plutôt brillé par une parole rare, notamment sur la scène intérieure. Et dans ce début de deuxième mandat, supposer qu'après un an on soit encore en début de deuxième mandat, eh bien il multiplie les prises de parole. Donc le Figaro analyse ça, on verra. Le Parisien fait le même constat, regardez. Macron sur tous les fronts, c'est la une du Parisien qui fait le même constat. Regardez, le président multiplie déplacements et interventions tous azimuts. Je crois que le Figaro utilisait le même mot d'ailleurs. Ouais, exactement. Comme lundi soir sur TF1, où il a annoncé des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Alors là, on va prendre un petit peu le temps là-dessus. On en a parlé un petit peu les jours derniers. Baisse d'impôts pour les classes moyennes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle baisse d'impôts? Est-ce que c'est vraiment une baisse d'impôts? Combien? Comment? Qui sera concerné? Quand? Vous savez quoi? On n'a aucune réponse à toutes ces questions. Donc, sans être médisant, on va dire que cette baisse d'impôts désolé, du président Macron à destination des classes moyennes, c'est un petit peu flou encore, mais on se penchera là-dessus. Pour moi, c'est l'article le plus intéressant du jour. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et contre la transphobie. Moi, j'ai envie de dire que c'est plus que ça, c'est la journée mondiale de lutte contre toutes les LGBTI phobie, voilà, et pas seulement la journée de lutte contre l'homophobie. Et là, il y a une double page que je trouve très bien faite sur le sujet, qui donne notamment la parole aux jeunes qui ont été ou sont maltraités par la société parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont trans, par la société ou par leur propre famille. Voilà. Et donc on se penchera sur ce dossier que je trouve très bien fait, à la veille de cette journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, et je pense qu'on viendra également sur le sujet. On va parler un petit peu de basket, on parle pas beaucoup de sport ici. Donc pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu au basket et surtout à cette espèce d'histoire incroyable autour de Wembanyama, qui est ce basketteur français immense par la taille mais surtout par le talent, Victor de son prénom, eh bien il y a un moment, il y a une nuit pour être tout à fait précis, très importante pour lui, pour sa carrière, pour son avenir. C'est cette nuit, si vous ne connaissez pas l'histoire, elle est géniale, un mois avant la draft, la loterie qui a lieu dans la nuit de mardi à mercredi, donc c'est cette nuit, détermine l'équipe qui pourra choisir le prodige français, puisqu'en fait Wembanyama il va partir aux États-Unis, ça c'est sûr, il n'y a aucun suspense, mais dans quelle équipe? Ça va jouer dans la draft dans un mois, mais avant il y a la loterie, et vous verrez l'importance de cette loterie tout à l'heure, la loterie qui est cette nuit. L'histoire est géniale, et je trouve que le Parisien a assez bien raconté cette histoire. Sachez qu'il y a une page, 2 pages également dans l'équipe ce matin sur ce sujet. On lira aussi les Échos avec, bon effectivement, le papier des Échos sur ces annonces du président Macron sur les baisses d'impôts. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a vraiment des baisses d'impôts qui vont venir? À quel niveau? À quelle hauteur? Pour qui? Quelle forme ça va prendre? Je pense que c'est un sujet intéressant. Et puis, alors, une petite infographie qui m'a aussi intéressé. On parle quasi quotidiennement de la guerre en Ukraine ici, évidemment. Et là, j'ai trouvé un truc tout simple qui va nous prendre quelques secondes à lire, mais que je trouve intéressant, qui est le top 10 des pays engagés pour soutenir l'Ukraine. Quels sont les pays qui, économiquement, militairement, se sont le plus mobilisés pour soutenir l'Ukraine dans la guerre contre l'envahisseur russe? Eh bien, on a un petit tableau dans les Échos, voilà, et qui est assez intéressant, notamment pour situer la France par rapport aux États-Unis et surtout par rapport à nos voisins européens. Ça prendra pas beaucoup de temps, mais je trouve que l'info est intéressante. C'est pas terminé. Vous voyez qu'il y a ici une une de la Croix sur le Festival de Cannes qui commence ce soir. La une de Libération ce matin était aussi consacrée au Festival de Cannes, dont la cérémonie d'ouverture est ce soir. Ce sera à suivre en direct à partir de 18h sur France Info. D'ailleurs, je vous rappelle que France Télévisions depuis 2 ans est
le partenaire du Festival de Cannes. Et pourtant, je ne vais pas vous lire de papier sur le Festival de Cannes ce matin. Pourquoi ? Parce que j'ai pas trouvé d'articles qui m'ont passionné sur la question. Mais ce n'est que le début du festival, donc on en parlera dans les prochains jours. En revanche, je vous lirai cet éditorial sur la Turquie, sur la présidentielle en Turquie. Le premier tour donc a eu lieu dimanche et il y a eu une surprise. C'est-à-dire que de la vie générale, notamment en regardant les sondages, eh bien, c'est l'opposition au président sortant, Recep Tayyip Erdogan, qui devait arriver en tête de plusieurs points. L'opposition qui était favorite pour gagner cette présidentielle, ce qui était vraiment une page qui se tournait en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pas ça. C'est-à-dire que oui, il y a un deuxième tour. Je crois pour la première fois, je ne suis pas sûr que Erdogan ait participé à beaucoup de deuxième tours. Il est au pouvoir depuis très longtemps. Oui, il y a un deuxième tour, mais aujourd'hui, le favori, du coup, à sa propre succession, eh bien, c'est Erdogan. Voilà. Parce qu'il est arrivé en tête au premier tour et ça va être assez compliqué pour l'opposition de revenir. Pourquoi ce résultat ? Pourquoi l'opposition n'est pas passée devant comme attendu, comme prévu ? On lira l'édito. Tiens, il y a Quetzalcoatl qui nous dit que c'est la première fois depuis 20 ans qu'il y a un second tour. Il y a Abrakor qui dit même que c'est le premier second tour de l'histoire de la République turque centenaire. Alors peut-on vraiment parler d'élections en Turquie ? Est-ce vraiment une démocratie avec un président depuis 20 ans au pouvoir ? Demande Mastermind. On lira cet édito de Lacroix que je trouve vraiment extrêmement éclairant. Et puis on finira, regardez d'ailleurs la une de l'Humanité, c'est sur cette présidentielle en Turquie. Vous voyez ici Erdogan, donc le président sortant. Et on finira avec... Désolé, hein. Oui, une double page passionnante sur ce qui va se passer à l'Assemblée bientôt sur la réforme des retraites, parce que ça n'est pas terminé. Le président Macron, si vous l'écoutez hier sur TF1, il vous dit que c'est terminé, que le débat sur la réforme des retraites est terminé et que maintenant il s'agit de l'appliquer. Il y a une étape qui arrive à l'Assemblée bientôt, là c'est le 8 juin, où les députés vont se pencher sur une proposition de loi qui vient d'un groupe à l'Assemblée qui s'appelle le groupe centriste LIOT, L-I-O-T, et qui est une proposition de loi qui va être proposée aux députés pour quoi faire ? Rien de moins que annuler la réforme des retraites. Vous allez me dire c'est pas possible ? Je vais dire si, c'est possible. Enfin, c'est possible que cette proposition 1 soit présentée, 2 votée, sauf qu'après je vous expliquerai quelques petites subtilités qui font qu'en fait, comme ça ne passera pas à la rampe du Sénat, ensuite, eh bien cette proposition de loi n'a aucune chance de s'appliquer. N'empêche que sur un plan politique, au niveau du symbole, une proposition de loi, donc issue de députés, ici Lyotte, qui viendrait invalider la réforme des retraites, ce serait quand même un coup dur pour le pouvoir, pour le président Macron. Et du coup, ils sont inquiets. Et regardez ce titre de l'Humanité. La Macronie s'apprête à sortir l'article 40 de son chapeau pour peut-être empêcher l'examen de cette proposition de loi. Donc, est-ce que c'est possible, ça ? Qu'est-ce que c'est que cet article 40 ? Suspense intolérable. Je vous lis ça tout à l'heure. En vrai, c'est super intéressant. Pas mal ce matin, hein ? Vous en pensez quoi ? Il y a des trucs plutôt cool, hein ?